Pourquoi certains des plus brillants esprits de l'histoire ont-ils préféré être seuls? Pourquoi les intellectuels exceptionnels se tiennent-ils à l'écart de la vie sociale? Pour ceux qui possèdent une grande intelligence, la solitude est-elle un privilège ou une malédiction? Ces problèmes ont été abordés par Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus sombres et visionnaires du XIXe siècle, qui était tout sauf bienveillant envers la société. Schopenhauer pensait que le monde était rempli d'individus superficiels, aux objectifs mesquins, absorbés par des discussions et des divertissements inutiles. Un talent naturel devait se démarquer de cette performance peu impressionnante. Selon ses propres mots, tous les grands esprits finissent seuls. Avait-il raison, ou ce dédain pour la vie sociale n'est-il que le signe d'un manque de relations interpersonnelles? Pensez à des personnalités telles qu'Isaac Newton, Emily Dickinson ou Nikola Tesla, qui étaient réputés pour leur intelligence et, curieusement, leur isolement. Sont-elles simplement incomprises et destinées à errer seules, ou sont-elles des exemples d'intellect supérieur aux âmes communes? Pour découvrir pourquoi les intellectuels semblent se soucier moins de la vie sociale, et si c'est un véritable avantage, ou seulement une forme plus complexe d'aliénation, examinons les théories de Schopenhauer. Alors que le monde qui l'entoure avance, imaginez un génie totalement absorbé par ses idées et perdu dans des théories complexes. Il s'interroge sur l'avenir de l'humanité alors que tout le monde est préoccupé par la météo. Il s'isole inévitablement en tentant de comprendre la nature de l'être, tandis que les autres se livrent à des conversations frivoles. Selon Arthur Schopenhauer, cette distance est le résultat inévitable de la supériorité intellectuelle plutôt qu'une décision. Il croyait que plus une personne se démarquait par son intelligence, plus il lui était difficile de trouver des pairs, au même niveau qu'elle, avec qui elle pourrait partager ses pensées et ses émotions. Il croit qu'une barrière naturelle entre l'individu et la société est créée par l'intelligence supérieure, car ceux qui ont une vision plus large du monde ont des intérêts et des préoccupations très différents de ceux de la majorité. Ce n'est qu'en solitaire qu'un homme peut être lui-même. Comme il ne peut être véritablement libre que lorsqu'il est lui-même seul, il ne peut jouir de la liberté s'il n'aime pas la solitude. Schopenhauer considérait l'isolement à la fois comme un fardeau et un refuge nécessaire. Selon lui, les normes sociales et les intérêts mesquins de la majorité étouffent souvent l'intelligence dans la société. Il a noté que les personnes ayant un niveau d'intelligence plus élevé se sentaient souvent mal à l'aise dans leurs interactions avec le grand public, car elles étaient capables de voir au-delà de l'évidence et de comprendre des vérités qui n'étaient pas immédiatement apparentes pour le grand public. De nombreuses personnalités marquantes de l'histoire ont fait preuve de cette solitude. Par exemple, Nikola Tesla a vécu une vie solitaire pendant la majeure partie de son existence, car il estimait que les interactions humaines entravaient sa capacité à faire son travail. La foule est la mer où périssent les esprits libres, selon Friedrich Nietzsche, un autre penseur qui chérissait l'isolement. Mais l'isolement a un prix. S'écarter des normes sociétales peut entraîner un fort sentiment d'aliénation. Schopenhauer était conscient de cette énigme et pensait que, bien qu'elle puisse être libératrice pour les penseurs brillants, la solitude pouvait aussi être un poids pour l'âme, parce qu'ils avaient une perspective du monde plus profonde que la plupart d'entre nous ne pourront jamais comprendre. Beaucoup des plus grands penseurs de l'histoire ont connu des périodes d'inquiétude et de tristesse. Ce n'est pas parce qu'ils étaient faibles. La question cruciale qui se pose est de savoir si la solitude est une bonne ou une mauvaise chose. Pour Schopenhauer, c'était évident. Les grands penseurs, selon lui, devraient considérer leur solitude comme une bénédiction.
Leur plus grande réalisation pourrait être possible s'ils sont isolés, silencieux et libres de toute médiocrité sociale. Schopenhauer considérait la vie sociale comme une immense scène où les gens jouent des rôles prédéfinis, pris dans une représentation sans fin d'apparences extérieures et de motifs égoïstes, plutôt que comme un lieu d'échange réel ou de contact sincère. Selon lui, la société n'était qu'une scène où les individus se produisaient les uns pour les autres, tout en dissimulant leur véritable motivation derrière des masques habilement conçus. Pour la majorité des gens, la socialité ne servait qu'à masquer leur banalité. Son œuvre majeure, le monde comme volonté et comme représentation, qui défendait l'idée que tout ce que nous voyons n'est qu'une projection de notre esprit, était étroitement lié à cette vision négative. Il pensait que la vie sociale n'était en réalité qu'un spectacle, une illusion qui empêchait les gens de comprendre véritablement qui ils étaient et l'essence de l'univers. Schopenhauer pensait que la majorité des gens étaient préoccupés par des questions sans importance, les ragots, le statut social et les petites luttes de pouvoir et de reconnaissance. Il croyait que l'être humain moyen était prisonnier de la volonté, une pulsion illogique et aveugle qui dictait notre comportement et nous maintenait captifs de nos désirs. La recherche constante de l'approbation sociale n'était qu'une manifestation de cette pulsion débridée. C'est là que réside le problème. Les esprits les plus aiguisés ont une vision presque cruelle de la société, tandis que la plupart des gens sont pris dans une routine superficielle. Ils l'aperçoivent comme un jeu dénué de sens, où les interactions ne sont que superficielles. Schopenhauer n'était pas le seul à mépriser la vie sociale. D'autres intellectuels éminents ont également exprimé leur dédain pour la superficialité de la société. Par exemple, Nietzsche soutenait que les individus préfèrent s'accrocher à des illusions plutôt que de regarder honnêtement la réalité, faisant des croyances les adversaires les plus dangereux de la vérité. Il existe un fossé infranchissable entre les esprits les plus brillants et le reste de l'humanité, résultat de cette tension entre la quête de la connaissance et les attentes de la vie sociale. L'isolement de la pensée est devenu inévitable, mais les longues périodes d'isolement ont un coût. Il peut en résulter une désillusion, une indifférence, voire un dédain pour le monde extérieur. Schopenhauer a reconnu cette réalité et a averti que la seule issue pour ceux qui étaient capables de voir au-delà de l'illusion sociale était de l'accepter et d'apprendre à vivre avec. Cependant, comment cette solitude se manifeste-t-elle dans la vie quotidienne? Pourquoi les personnes ayant un niveau d'intelligence plus élevé trouvent-elles souvent les interactions sociales frustrantes? La lutte entre le génie et la médiocrité et la façon dont elle sépare les grands penseurs de la vie quotidienne feront l'objet de notre prochaine discussion. Schopenhauer n'a aucun scrupule à exprimer son point de vue sur l'humanité. Il estimait que la plupart des gens n'avaient pas la capacité d'introspection et de réflexion sérieuse et étaient plutôt motivés par des intérêts égoïstes et superficiels. Cela conduisait inévitablement à une division entre les masses qu'il percevait comme préoccupées par des futilités et des bagatelles et les intellectuels doués. Souvent, la médiocrité imite le génie mais reste à l'écart. La raison de cette solitude intellectuelle est que la plupart des gens sont distraits par des choses sans importance comme les ragots, le prestige ou le plaisir éphémère, alors que les penseurs sont naturellement attirés par la compréhension approfondie de l'univers. Le génie se heurte généralement à l'incompréhension ou à l'apathie lorsqu'il tente de transmettre ses pensées et de résoudre les mystères de l'existence. Cela explique pourquoi la société a laissé tomber tant de penseurs brillants, parce qu'il estimait que le génie de quelques privilégiés était étouffé par la médiocrité des autres.
Schopenhauer détestait interagir avec les Philistins. Cette idée est cohérente avec l'affirmation bien connue de Voltaire. Tout dire aux gens est la clé pour les rendre inintéressants. Les disparités d'intérêt sont tout aussi problématiques que les barrières de communication. Alors que la plupart des gens recherchent l'amusement et le plaisir, le génie recherche les vérités universelles. Schopenhauer ne peut éviter ce conflit. Les personnes dotées d'un esprit supérieur trouvent l'engagement social très contraignant en raison de cette disparité intellectuelle. Cette dynamique se retrouve chez un certain nombre de personnages historiques. Par exemple, Nikola Tesla fuyait les rassemblements et les conversations sociales inutiles, car il pensait que c'était une perte de temps. Isaac Newton avait la réputation d'être réservé et intolérant envers les discours banals. Même l'un des plus grands physiciens de l'histoire, Albert Einstein, a reconnu qu'il préférait être seul plutôt qu'avec d'autres personnes qui ne partageaient pas son intérêt pour les concepts profonds. Cependant, le choix du génie n'est pas le seul facteur contribuant à cet éloignement social. Les personnes qui pensent différemment sont souvent rejetées par la société elle-même. La pensée inhabituelle et créative met souvent les gens mal à l'aise. Cette résistance que Nietzsche a qualifiée de « ressentiment de la médiocrité » fait référence à la propension des gens ordinaires à détester et à critiquer les choses qu'ils ne comprennent pas ou qui les font se sentir inférieurs. En conséquence, le génie est ostracisé à la fois par sa propre volonté et par l'animosité de son entourage. Des sentiments d'aliénation et même de dédain pour les interactions sociales peuvent résulter de cet isolement forcé. Cela soulève une question fondamentale. Le monde est-il inhospitalier pour les esprits brillants? Que sont-ils censés penser de cette réalité? Schopenhauer pensait que la solution consistait à accepter et à favoriser l'isolement comme lieu d'introspection et de contemplation, plutôt que d'essayer de se fondre dans la société. Être seul est-il un choix ou une fatalité? Les deux, selon Schopenhauer. Il croyait que la solitude était à la fois une conséquence nécessaire de la possession d'un intellect supérieur et une chance de développement intellectuel et spirituel. Parce qu'il ne se sent heureux qu'en présence d'autres personnes, l'homme ordinaire ne peut tolérer la solitude. Parce qu'il se découvre dans la solitude, l'homme élevé la recherche. Selon cette perspective, l'isolement est une bénédiction accordée au penseur plutôt qu'une punition. Il lui permet de se perdre dans ses propres idées sans interruption et d'éviter de se conformer aux normes sociales dénuées de sens qui imprègnent la vie quotidienne. Cet environnement calme favorise la créativité et accroît la compréhension. Pour nombre des plus grands intellectuels, scientifiques et artistes de l'histoire, la solitude a été une partie essentielle de leur vie. Emily Dickinson a consacré une grande partie de sa vie à l'écriture alors qu'elle vivait seule. Kant était réputé pour son régime rigoureux et son mépris des rassemblements sociaux. Malgré sa surdité croissante, Beethoven a pu composer certaines des symphonies les plus puissantes de l'histoire en puisant sa force dans la solitude. En plus de faciliter une connaissance plus profonde, la solitude préserve l'authenticité du génie. Schopenhauer pensait qu'un esprit intelligent pouvait se laisser distraire et perdre sa capacité à voir clairement s'il s'impliquait trop dans la société. Ce point de vue est très cohérent avec le concept bouddhiste de détachement. L'une des plus grandes influences philosophiques de Schopenhauer, le bouddhisme, soutient que la véritable croissance vient de l'introspection et du dépassement des illusions du monde matériel, et que l'attachement au monde extérieur et aux relations sociales entraîne souvent la souffrance. Cependant, cette décision présente une énigme. Les gens sont des créatures sociables par nature.
En raison de notre besoin inné de nous intégrer, la solitude à long terme peut entraîner de l'anxiété, voire une dépression. Le manque de lien véritable a tourmenté même les plus grands esprits qui préféraient la solitude. Par exemple, Nietzsche reconnaissait que l'isolement pouvait être inconfortable, même s'il le considérait également comme un moyen d'atteindre la grandeur. Il dépeint le philosophe dans « Ainsi parlait Zarathustra » comme un reclus qui descend de la montagne pour transmettre son savoir, mais qui se heurte à un manque de communication et au rejet. Ce problème est bien réel. Quitter la société offre certes l'indépendance, mais cela implique un fardeau existentiel ingérable. Mais Schopenhauer a une réponse à cette question. Il pensait qu'il existait un moyen de s'engager dans le monde sans être affecté par sa médiocrité, même si le génie ne pourrait jamais s'intégrer complètement dans la société. Pour coexister avec les autres, sans être trop impliqué, il fallait acquérir un détachement philosophique, une sorte de neutralité émotionnelle. Cette tactique nous amène à notre dernier point, qui est de savoir comment faire le tour du monde sans être happé par la superficialité. Comment les esprits exceptionnels peuvent-ils vivre en groupe sans se sentir contraints par la superficialité si avoir un intellect aiguisé implique d'être seul? Schopenhauer connaissait la solution, une tactique de détachement, ou plus précisément, de détachement philosophique. Il estime que les personnes qui sont autosuffisantes sont celles qui devraient être heureuses. La clé est de cultiver un détachement froid, semblable à celui d'un observateur qui examine la réalité sans être influencé par elle, plutôt que d'essayer de se fondre dans la masse ou de changer les gens. Schopenhauer soutenait que plutôt que de résister à la médiocrité du monde, nous devrions apprendre à la considérer objectivement, comme un scientifique qui observe une expérience, mais sans ressentir aucune émotion. Cela implique de conserver son indépendance mentale, sans exiger de validation extérieure, d'accepter la monotonie de la vie sociale, sans s'en irriter, et de comprendre les limites intellectuelles de la majorité, sans se sentir frustré. Cette tactique est comparable à celle des stoïciens, qui encourageaient la maîtrise des émotions face aux difficultés. Offrez-vous le don de l'indifférence à ce qui est hors de votre contrôle, déclarait Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs stoïciens. Les distractions et les conversations futiles seront toujours présentes dans l'environnement, mais chacun doit choisir sur lesquelles il souhaite se concentrer. Malgré son impatience envers la société, le penseur doit s'y engager de manière stratégique en ne retenant que les informations essentielles et en écartant les informations inutiles. La solitude complète, selon Schopenhauer, n'était pas la solution. Il était conscient que même les intellectuels brillants avaient besoin d'interactions humaines pour partager des idées et éviter de s'isoler complètement. Il disait que la clé était de choisir ses interlocuteurs et de communiquer le moins possible, juste assez pour vivre en harmonie et éviter de devenir fou. Dans un monde rempli de fausses nouvelles, de distractions sur Internet et de relations superficielles, cette théorie est toujours d'actualité. Il est essentiel de filtrer les relations et les informations. Être capable de naviguer dans le monde sans s'y perdre est tout aussi important que de le comprendre. Selon Schopenhauer, nous devrions embrasser notre indépendance intellectuelle plutôt que de nous plaindre de notre manque de lien avec la majorité. Après tout, être seul peut être à la fois un fardeau et un plaisir, nous permettant de réfléchir à nos idées sans distraction extérieure. Ainsi, le sujet est soulevé. Que préférez-vous, accepter le monde tel qu'il est et conserver votre indépendance intellectuelle ou vous y adapter? Vous savez peut-être déjà que le lien entre l'intelligence et la solitude
est le résultat d'une réflexion approfondie plutôt que d'une simple coïncidence. Parce que la superficialité des relations sociales peut être épuisante pour les personnes qui voient au-delà des apparences. Schopenhauer a démontré que les esprits brillants trouvent souvent plus de réconfort dans la solitude que dans la foule. Le besoin de solitude d'une personne augmente avec son niveau d'intelligence. Mais cela implique-t-il que le seul choix est d'être seul? Pas toujours. L'essentiel est de ne pas considérer la solitude comme une punition, mais plutôt comme un refuge. Être seul n'implique pas l'abandon. Cela implique de s'éloigner des exigences sociales et des distractions pour réfléchir, apprendre et se développer. La capacité à trouver un équilibre entre le monde extérieur et l'introspection, à décider quand se connecter et quand se retirer, est peut-être le véritable test de l'intelligence. Schopenhauer nous livre le secret de cette liberté. La façon dont nous utilisons notre isolement dépend de chacun de nous. Je suis convaincu que si vous avez lu jusqu'ici, vous avez fait l'expérience de la fusion particulière de la solitude et de la liberté que Schopenhauer a décrite. Bien qu'elle puisse parfois être une prison, l'intelligence peut être un refuge. Cependant, reconnaître que toutes les connexions ne sont pas précieuses et que tous les silences n'ont pas besoin d'être comblés a un effet profondément libérateur. Malgré les apparences, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Après tout, ce n'est pas la solitude qui pose problème, selon Arthur, c'est la mauvaise communauté. Si vous avez lu jusqu'ici, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes spécial. Vous avez pris la décision de faire une pause, d'écouter et de réfléchir dans un monde qui nous pousse constamment à trouver des solutions rapides et des distractions. Et c'est fort, au-delà du simple visionnage d'une vidéo. Vous vous êtes engagé dans une conversation, peut-être même avec vous-même, sur la façon dont le divertissement affecte nos pensées, nos vies et nos relations avec les autres. Imaginez une ancienne bibliothèque remplie de livres usés, chacun contenant une histoire émouvante qui révèle des secrets historiques et façonne des idées pour l'avenir. Imaginez maintenant que nous sommes tous comme ces livres, chacun contenant une perspicacité qui vaut la peine d'être lue et comprise. Nous oublions parfois d'ouvrir ces pages et de découvrir ce qui nous rend spéciaux dans la cacophonie sans fin du monde actuel. Atteindre ce niveau démontre votre volonté de retrouver cette essence malgré la superficialité. Je veux vous demander de vous joindre à moi dans quelque chose de plus grand avant d'aller plus loin. Abonnez-vous à la chaîne si cette réflexion résonne en vous. C'est un moyen de se réunir pour parler de sujets qui sont importants à la fois pour le cœur et l'esprit. Partagez vos pensées et vos expériences dans un commentaire. Bien sûr, vous devriez aimer la vidéo si vous avez trouvé son contenu significatif. C'est un petit geste, mais il fait une grande différence pour amener plus de gens à être d'accord avec ces concepts. Ne sous-estimez pas l'importance de cette décision. Même si cela peut sembler insignifiant, les individus qui ont osé penser différemment sont ceux qui ont initié des changements historiques importants. Peut-être que cette introspection sera le début de quelque chose qui changera votre vie. Peut-être que c'est une étincelle qui encouragera votre entourage à réfléchir, à méditer et à s'éveiller. Je tiens donc à vous exprimer ma sincère gratitude pour ne pas vous être contenté de regarder, mais pour avoir prêté attention et pour avoir consacré votre temps, la ressource la plus précieuse que nous possédons, à quelque chose qui aurait pu vous donner un nouveau point de vue. Et n'oubliez jamais que le changement commence par de petites idées qui finissent par créer un flot de gouttelettes comme un ruisseau. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette aventure. Bien que cette vidéo soit terminée, notre discussion est loin d'être terminée.
Pour approfondir cette réflexion, suivez ces 2 étapes. Je vous promets que ces liens pourraient vous surprendre, mais je ne vous dirai pas à quoi vous attendre. Sélectionnez-en un en cliquant dessus. Alors que nous poursuivons notre aventure ensemble, je vous attends.